et cybersécurité chez SFR Business. Et je suis accompagné de Sébastien Goudouli, donc je suis directeur technique de la partie NextGen SOC chez SFR. Donc aujourd'hui, l'idée est de vous présenter une solution qui va accompagner les entreprises pour se protéger de tous les types de cybermenaces et surtout toutes les tailles d'entreprises sont concernées. Donc un bref agenda, l'idée est de vous amener vers une idée de NextGen Security, c'est quelque chose que je vais vous détailler pour que vous compreniez bien ce concept. Ensuite, Sébastien vous présentera le SOC et notre offre de SOC. On vous présentera des cas d'usage concrets qui vont vraiment vous parler sur qu'est-ce qu'une attaque aujourd'hui, comment la détecter, comment y remédier. Et ensuite, nous conclurons et on réservera, on va dire, 5-10 minutes pour des phases de questions-réponses. La NextGen Security. Bon, déjà, aujourd'hui, on le sait très bien, les cybermenaces, ça nous entoure, on est bien conscient de tout ça. En premier, les ransomware. Premier vecteur d'attaque, les ransomware, et parfois même la fuite de données, et parfois même les deux en même temps. C'est là-dessus qu'on parle généralement de double extorsion. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont concernées. De la TPE au CAC 40, on va retrouver des attaques non ciblées, mettons en mode opportuniste, à la facilité. Des attaques très ciblées, c'est ce qu'on voit généralement dans les actualités au niveau des hôpitaux, des mairies. Et même on va retrouver des attaques qu'on peut appeler supply chain, c'est-à-dire où on va compromettre un tiers de confiance qui lui-même sera utile pour compromettre la société cible. Pourquoi les attaques réussissent aujourd'hui? C'est que les attaquants sont mieux organisés, et en plus de moyens, également sont spécialisés. On voit généralement des attaquants spécialisés, mettons, dans l'infiltration, donc trouver un accès à un système d'information. D'autres qui vont être spécialisés dans le développement de ransomware, qui vont vendre as a service. Et on va avoir des attaquants qui vont acheter ces services pour mener à bien leur attaque. Les impacts derrière. Aujourd'hui, on observe entre 3 à 7 semaines pour reconstruire un SI. Alors reconstruire et même resécuriser. On va observer donc des impacts directs et immédiats, c'est-à-dire une perte de chiffres, puisque le SI, le système d'information étant par essence aujourd'hui lié à la production, donc tant qu'il est indisponible, la production l'est aussi. Et derrière, il y aura aussi les retombées, on va dire, à plus long terme et indirectes, c'est-à-dire je vais penser à des impacts sur la partie réputation. Une entreprise, quand elle fait l'actualité en termes de cyberattaque, on a toujours une petite voix qui nous dit « bon, on a notre indice de confiance qui peut baisser envers cette entreprise ». L'idée, donc, c'est que toute cette actualité, ce n'est pas une fatalité. L'idée, c'est de se mettre en tête une stratégie de sécurité pour répondre à ces menaces. Le NIST, qui est un institut qui établit des standards, on va dire, dans toute l'IT, a identifié un programme en 5 étapes. Assez rapidement, l'idée au début, bien entendu, c'est d'identifier nos risques. Qu'est-ce que je risque? À quel endroit? Bien entendu, on parle de chiffres derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à perdre? Ensuite, l'idée de déployer des solutions de protection ou de prévention. Je vais penser à des pare-feux, je vais penser à des antivirus. Mais toute solution de protection peut être contournée. Le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il est important de mettre des solutions de détection ensuite. Des détections, donc à apporter de la visibilité sur une éventuelle infiltration. Et bien entendu, si on détecte, il faut être capable de remédier derrière. Et ensuite, si jamais on a un impact sur notre donnée, il faut être capable de récupérer cette donnée. Et comme je vous dis, on revient à l'identification des risques. Quelle quantité également de données je suis prêt à perdre. Donc c'est là qu'on voit les principes de backup et de sauvegarde. Donc les deux questions qui se posent, c'est quelle visibilité on a sur notre système d'information. Et si je détecte quelque chose, est-ce que je sais réagir? Je rajouterai même en combien de temps je sais réagir. Cette stratégie de sécurité, elle peut être établie sur plusieurs briques du système d'information, mais on commencera toujours par viser le endpoint. Pourquoi? Parce que le endpoint, déjà, premièrement, il est le point de passage de la majorité des attaques, mais également, il est l'élément du système d'information qui voit passer le plus de choses. Donc, c'est retourner, on va dire, un inconvénient en avantage. Donc,
si on se positionne au niveau du endpoint, j'ai la visibilité, j'ai la détection et possiblement la remédiation. Donc les endpoints, il faut comprendre poste de travail, serveur, mobile. On va même aller jusqu'à la partie OT-IoT. Tout à l'heure, on parlait des véhicules. Le véhicule, à proprement parler, est un endpoint. Donc, si je reviens sur la partie un peu plus commune, qui est donc mobile, poste de travail, serveur, surtout, on va dire mobile et poste de travail, l'actualité montre que les usages ont été multipliés, ont été mélangés. Et du coup, cet équipement aujourd'hui est critique parce qu'il accède à énormément de données qu'on ne maîtrise pas forcément, puisqu'on ne visualise pas forcément à quoi il accède. Pour protéger ce endpoint, on a tous connu depuis, on va dire, 40 ans, les antivirus classiques. Une base de signature qui est mise à jour régulièrement, qui va nous protéger contre les menaces connues. Ça existe toujours de nos jours. Puis cet antivirus a été, on va dire, étoffé dans des solutions qu'on va appeler aujourd'hui EPP. EPP pour Endpoint Protection Platform. Je reviens au principe de protection. Là-dessus, on a toujours un antivirus à base de signature, mais on a d'autres éléments qui vont être à base de machine learning, bref, d'intelligence et d'autres briques de sécurité qui vont nous permettre de nous protéger contre les menaces inconnues. Puisque une base de signature a toujours un temps de latence avant que une menace soit vraiment connue des éditeurs de cybersécurité. Donc cette solution aujourd'hui, elle est toujours actuelle, c'est une solution de protection. Mais comme je disais tout à l'heure, une solution de protection pouvant être contournée, il nous faut une solution de détection. C'est là qu'arrive l'EDR. EDR pour Endpoint Detection and Response. Donc on fait de la détection et de la remédiation au niveau du endpoint. Donc ces deux solutions, je vais le préciser juste après. Hop, excusez-moi. Ouh. Bon, c'est presque lisible. Ces deux solutions sont complémentaires. L'EDR n'est pas le nouvel antivirus, n'est pas le remplaçant de l'EPP. L'EPP et l'EDR sont une brique de protection et une brique de détection pour protéger le endpoint. La notion d'XDR, donc on a remplacé le E de endpoint par le X de extended pour étendu. On applique le même principe, mais on étend la détection et la remédiation à l'ensemble du système d'information. Et enfin, le MDR, M pour managed, qui est une brique non pas technique, mais une solution, un service, excusez-moi, un service qui va être en capacité de gérer les briques qui l'entourent. Hop là. Et donc, excusez-moi, j'avais une animation, mais qui a sauté? Voilà. Donc, je reviens à cette brique de service qui est le MDR. Le MDR, aujourd'hui, est une activité propre aux activités de SOC, donc de Security Operations Center, qui est un service qui permet de gérer justement tout ce qui va être alerte de sécurité provenant des éléments du système d'information. Et justement, c'est Sébastien qui va vous parler du métier de SOC et de notre offre dès maintenant. Merci Arnaud. Alors effectivement, comme le disait Arnaud, aujourd'hui le monde a pas mal évolué, malheureusement. Effectivement, toutes ces activités de SOC sont soumises à de très fortes contraintes. Donc le SOC, finalement, c'est un ensemble, on va dire, ce sont des outils, des processus, des personnes donc, qui agissent afin de pouvoir, le cas échéant, remédier en fait, à un incident de sécurité. Donc aujourd'hui, en fait, ces structures de SOC sont soumises à pas mal d'enjeux. Déjà, il y a l'augmentation des alertes. Alors, il y a le nombre qui joue, mais il y a aussi la véracité des alertes. Est-ce que l'alerte que l'on reçoit, elle est bien qualifiée? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est un faux positif? Donc, tout ça, en fait, c'est du travail en fait, qu'un analyste SOC, c'est-à-dire la personne qui est chargée d'analyser l'incident, doit prendre en compte. Donc, effectivement, le problème, c'est que, comme il y en a beaucoup, forcément, si les process ne sont pas rodés, si les outils ne sont pas correctement paramétrés, du coup, les gens en fait, se retrouvent un petit peu sous l'eau et manquent de temps. Voilà. Ensuite, ce qui arrive très souvent quand un analyste en fait, commence une analyse, c'est qu'il manque de contexte. Par exemple, on peut avoir des outils qui sont utilisés au quotidien par le client, sauf que de temps en temps, il peut l'utiliser d'une certaine autre façon qui font que, en fait, ça devient une attaque. Donc effectivement, on manque de contexte. Et ça, c'est pareil, on doit pouvoir dialoguer avec notre client de façon, on va dire, soit automatique, soit manuelle, pour savoir quel est le contexte en fait, dans lequel
l'outil a été utilisé. Alors effectivement, trop de faux positifs, ça c'est quelque chose qui arrive mais vraiment très très souvent. Et c'est pour ça qu'on a une phase, ce qu'on appelle d'onboarding, dans lequel on essaie de réduire au maximum finalement tous ces faux positifs afin d'avoir une situation stable. Et donc ça c'est vraiment très important. Et on passe beaucoup de temps à réaliser ça et on finit par des phases même de durcissement en fait, au niveau des systèmes. Voilà. Donc la plupart des investigations en fait, d'un analyste peut être très très longue parce que, on va dire, dans des SOC plus traditionnels, il y a beaucoup d'opérations qui sont manuelles. Donc ça pose un vrai problème parce que le temps que l'analyste passe à faire ces opérations manuelles, par exemple, ça peut être des opérations pour aller interroger d'autres systèmes, des opérations pour recréer des tickets d'incident, etc. Tout ça, il perd du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de réduire le time to risk parce que les attaques, en fait, elles vont très très vite. Il faut qu'on puisse empêcher très rapidement des mouvements latéraux et que finalement le parc du client soit contaminé. Donc le temps est un facteur clé et on doit vraiment, collectivement, le client et nous, gagner du temps. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, si on devait être manichéen et opposer un SOC traditionnel et j'allais dire la proposition de valeur que vous fait SFR sur le Next Gen SOC, c'est tout simplement, les SOC traditionnels sont plutôt basés sur des événements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la journée et de là, on doit déduire finalement, à base de scénarios de détection de menaces, est-ce que c'est une attaque, est-ce que c'est avéré. Donc, en fait, c'est un système qui sont basés sur des SIEM où on fait de la corrélation de données et très souvent, en fait, il y a beaucoup de faux positifs. Donc, on passe énormément de temps à corriger les erreurs. La proposition de valeur qu'on vous fait, c'est qu'on va directement, nous, s'attacher aux alertes, mais pas des alertes classiques, c'est vraiment des alertes évoluées qui sont qualifiées. Et donc ça, ce sont la plupart des solutions qui nous proposent ça. Arnaud a cité les EDR, c'est vrai que c'est une première brique, mais en fait, on peut qualifier en fait, avec plein d'autres informations, comme tout ce qu'on appelle la CTI, la Cyber Threat Intelligence, c'est-à-dire c'est des grosses bases de données que les éditeurs propose, ou même la communauté open source, et qui nous permet en fait de mieux qualifier si l'alerte elle est vraie ou pas. Donc ça c'est un point important. Donc ensuite, ce qui est aussi important, c'est faire de la corrélation au niveau des attaques et faire de l'enrichissement d'informations. Là c'est pareil, en fait la proposition de valeur c'est que on va finalement enrichir ces informations et tout ça c'est basé sur un orchestrateur de sécurité. C'est-à-dire que ça n'est plus fait manuellement, mais cela est fait de façon automatique. Et c'est vraiment aujourd'hui la vraie pierre angulaire, c'est le fait que l'on dispose d'un orchestrateur de sécurité qui va automatiser toutes les premières actions, finalement, de réponse. Par exemple, dès qu'une alerte qualifiée va arriver, l'orchestrateur va directement commencer à collecter tout un tas d'informations. Des informations bien sûr produites par des EDR, par aller pourquoi pas enrichir l'information à partir d'une base contenue dans une CTI. Il va aller collecter des informations dans un firewall, par exemple. Il va collecter tout ça. Et là où avant, potentiellement, ça pouvait prendre 20 minutes, en 3-4 minutes, c'est fait. Donc du coup, déjà, ça dégage du temps à l'analyste. Et l'analyste, comme ça, il arrive en fait avec de l'information qui est présentée à lui. Et là, il sait finalement rapidement prendre une décision. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et grâce à ça, en fait, on arrive à gagner du temps et c'est vraiment important. Ensuite, on est sur des playbooks personnalisables. Donc ça, c'est important parce que ce qui va nous faire gagner du temps, c'est le fait de s'imbriquer au maximum dans les processus de nos clients. Donc du coup, avec l'orchestrateur, on va pouvoir, quand le client nous décrit un petit peu le processus de telle tâche, etc., nous pouvoir finalement personnaliser les actions automatiques qui sont réalisées. Donc là, c'est pareil, ça nous permet d'avoir des réponses beaucoup plus pertinentes quand, par exemple, nous faisons de la remédiation et de pouvoir faire des actions multiples et automatiques. Par exemple, quand un incident arrive, on va pouvoir automatiquement, par exemple, ouvrir un ticket d'incident, automatiquement récupérer de l'information sur différents systèmes à un instant T. Pourquoi pas, en fonction de on va dire du modèle opérationnel qu'on a convenu avec notre client, de bloquer différents comptes sur différents systèmes, que ce soit sur Office 365, que ce soit sur des annuaires. Donc tout ça est fait en quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc,
Et ce qui est important là-dedans, c'est que par rapport à un modèle traditionnel basé sur des SIEM, on arrive à réduire vraiment le nombre de faux positifs. C'est-à-dire qu'on passe moins de temps finalement sur des fausses alertes. Et ça, c'est vraiment très important. Dernier point, et je l'avais illustré un petit peu, c'est voilà, l'automatisation et l'interremédiation. C'est le fait que finalement, l'orchestrateur va nous permettre de gagner du temps et d'automatiser toutes les tâches, voire même d'automatiser des emails automatiques que l'on envoie au client quand on veut demander un contexte ou demander une information. Donc ça, c'est vraiment important. Et tout ça, finalement, notre proposition de valeur, elle permet d'être plus efficace, de traiter moins de faux positifs et de gagner du temps. Alors, le Next Gen SOC, effectivement, SFR, on est capable de vous accompagner à différents niveaux, alors que ce soit au niveau, on va dire, d'un antivirus Next Gen qui est le PP, au niveau d'une proposition aussi où on peut rajouter une brique supplémentaire qui est l'EDR, ça c'est important. Donc là, on est vraiment basé sur le endpoint. On va aussi beaucoup plus loin, on va pouvoir faire du XDR, c'est-à-dire de pouvoir prendre des informations de sources multiples, d'où le X. Et on va aller jusqu'à, ce qu'a expliqué finalement Arnaud, faire de la Next-Gen Security, où là, vraiment, on est interconnecté avec tous les systèmes du client et on va au plus profond de leur processus. Donc c'est ça qui est vraiment le plus important. Et bien sûr, tout ça est personnalisable. C'est-à-dire que, quel que soit votre processus, on sait finalement programmer, parce qu'on a en gros des SecDevOps qui permettent, en fait, qui vont, eux, programmer tout ça en fonction des diagrammes que vous allez nous remonter. Alors bien entendu, ce qui est important, c'est qu'une fois, comme tout système, une fois qu'il est mis en place, ce qui est important, c'est de pouvoir le faire vivre. Parce qu'au quotidien, finalement, comment dire, le client, ses solutions de sécurité, la vie de ces métiers, en fait, évolue en permanence. Donc, on doit se réadapter. C'est pour ça que dans nos propositions de valeur, on a des réunions mensuelles, trimestrielles. Enfin, avec le client, on se voit très, très souvent. Et on passe en revue tout ça de façon très régulière. Au départ, on démarre par une approche finalement qui est pilotée par les risques, parce que chaque client finalement identifie ses risques métiers, on les décline en risques techniques. La plupart du temps, Arnaud l'a évoqué, on peut avoir par exemple du ransomware, on peut avoir de l'indisponibilité, par exemple d'Office 365, qui aujourd'hui devient de plus en plus critique. On peut avoir de la fuite de données, donc grosso modo, on retrouve toujours à peu près les mêmes. Donc, par rapport à ça, là, c'est un premier niveau. Après, on va définir ce qu'on appelle les postures de sécurité. Parce qu'effectivement, le but, à la fin, c'est de pouvoir apporter une remédiation rapide et de pouvoir gagner du temps. Donc, ces postures de sécurité, on va les voir, en fait, elles sont adaptées en fonction du contexte et adaptées en fonction des assets. On peut avoir des assets critiques, d'autres moins critiques, par exemple des postes de travail, des serveurs bureautiques, et le plus critique, souvent, ce sont les serveurs applicatifs, dans lesquels, là, il faut qu'on puisse avoir des réponses plus ou moins adaptées en fonction du client. Très souvent, par exemple, sur des assets non critiques, le client nous dit vous avez la totale liberté de procéder à leur médiation. Sur les assets critiques, là, on est en lien étroit avec le client qui doit nous répondre, savoir si on peut faire tel ou tel blocage, parce que potentiellement, ça peut bloquer des métiers et bloquer la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ensuite, bien sûr, on va avoir tout ce qui est configuration, déploiement. Donc là, on travaille à base de workshops. Sur ces workshops, progressivement, on va être amené à réduire tous les faux positifs. Et au fur et à mesure des déploiements, il faut qu'on puisse finalement bien comprendre quels sont les applicatifs qui sont utilisés, quels sont les processus. Donc ça se fait quelque part progressivement. Et effectivement, cette phase de tuning, finalement, elle peut être amenée dans une phase supplémentaire où on va enrichir finalement ces alertes avec des bases externes. Souvent, les clients peuvent avoir des bases externes qu'ils veulent que l'on intègre. On peut avoir, nous, proposer nos propres bases. Et en fait, on va enrichir tout ça pour être finalement le plus pertinent. C'est vraiment très important. Après, on va le voir, c'est pareil. Ce qui va être important, c'est être aujourd'hui aussi sur le reporting dans une activité temps réel. Ça, c'est vraiment très important. On n'est plus sur des anciens modèles où finalement on se voyait tous les mois ou tous les 3 mois et on faisait juste est-ce que vous avez respecté les SLA ou pas. Là, le client est en prise directe avec ce qui se passe.
Nous, on l'informe quotidiennement et lui peut aller directement sur le portail en temps réel et voir ce qu'il se passe. Piloter, il a les indicateurs, donc on propose des indicateurs de base, mais bien sûr, on peut développer des indicateurs spécifiques en fonction des métiers. Donc ça, c'est vraiment important. Et tout ça, bien sûr, avec une surveillance, une détection jusqu'à la remédiation en 24/7. Tout à l'heure, je vous ai parlé des postures. Alors effectivement, aujourd'hui, de façon globale, on a 3 postures de sécurité. On va dire prudente ou active, et au milieu mesurée. Active, finalement, le client donne l'entière liberté de la remédiation au Next-Gen SOC. C'est-à-dire que là, on peut se dire, alors souvent c'est sur des assets moins critiques, là vraiment on peut rapidement soit bloquer un processus qui est malicieux, soit réaliser telle ou telle opération, tel que c'est défini dans ce qu'on appelle une lettre de service. C'est-à-dire, en gros, on définit un petit peu tout ce qui est autorisé, de pas autorisé. En gros, les mesures approuvées ou non préapprouvées. Prudente, là, on est plutôt sur des assets critiques, où là, on a une action très limitée. Par exemple, ça peut être, on remonte l'incident, on crée un ticket d'incident automatiquement dans l'ITSM du client, on réalise de la collecte de preuves, etc. Par contre, l'opération en elle-même, hop, le client est automatiquement sollicité par différents biais. Ça peut être le mail, ça peut être un SMS ou n'importe quel autre moyen de communication. Le but, c'est qu'il puisse nous donner un contexte avéré et complet pour savoir si nous, on doit procéder à la remédiation. Alors bien sûr, on lui explique ce qu'on veut faire, ce qu'on a compris, etc. Et donc c'est un échange qui s'opère. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc là, au niveau du dashboard, donc c'est une application qui est accessible depuis Internet, qui est sécurisée, bien sûr, sur lequel on a des indicateurs qui sont proposés de base. On peut en compléter d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout notre modèle à base d'orchestrateur est basé sur de la collecte d'informations auprès d'API. Donc c'est pour ça qu'on peut aller vraiment très très loin dans les indicateurs que l'on peut développer. Du moment que les solutions du client, elles sont interopérables via API, on peut collecter toutes sortes d'informations, que ce soit de la collecte, de la réponse. Et donc ça, c'est vraiment important et on peut l'inclure comme un indicateur, si vraiment c'est important par rapport au métier du client, bien entendu. Voilà. Donc on retrouve à la fois des indicateurs de synthèse, mais aussi toute la liste des détections et exactement les opérations qui se sont passées. Alors à présent, avec Arnaud, nous allons aborder finalement 2 cas d'usage. Un premier cas d'usage très simple, c'est vraiment pour illustrer les propos qu'on vient de vous tenir et afin de matérialiser beaucoup mieux de comment ça se passe. Donc je vais présenter un premier cas d'usage simple et Arnaud présentera un deuxième cas d'usage un peu plus complexe. Donc effectivement, là on est face à une attaque très facile et très classique de ransomware, où en fait l'objectif de l'attaque étant de pouvoir chiffrer des données et puis demander une rançon par la suite. Voilà. Donc là, on démarre par... Hop. Ah non, attendez. Bon, c'est l'animation qui... Donc, ce qu'il se passe, c'est que là, en fait, on a un malware. Attendez. Hop. Non, bon. L'animation ne marche pas, c'est pas grave. Donc, effectivement, on a un malware, on a un poste utilisateur, en fait, qui a été compromis par un malware. Donc, ce qui se passe, c'est que, finalement, l'agent qui est implanté sur le poste de l'utilisateur va lever une alerte. Donc à partir de cette alerte-là, elle va être directement transmise au travers du Next-Gen SOC et donc de l'orchestrateur. C'est lui qui reçoit directement l'alerte, qui en fait va complètement enrichir l'alerte selon le processus que l'on a défini et va finalement passer la main à l'analyste. L'analyste, lui, du coup, déjà il a gagné un petit peu de temps. Il va pouvoir, en fonction du contexte, analyser précisément, demander s'il a besoin d'informations supplémentaires au client. Soit il peut réagir directement, soit il demande finalement, parce que c'est un asset critique, il dit au client, ben voilà, moi je considère que c'est une vraie attaque, je voudrais procéder à telle opération, est-ce que c'est OK pour vous, pas OK, etc. Et donc, en fonction de sa réponse, on va directement, via l'orchestrateur, appliquer une contre-mesure. Donc ça va être vraiment important. Donc effectivement, le client est notifié dès le départ, dès qu'un incident est détecté, il reçoit un email en disant « Attention, incident en cours ».
Et à la fin, entre guillemets, une fois que l'incident est résolu, il reçoit un rapport d'incident avec tout ce qui s'est passé, avec par exemple le détail des échanges, le détail de la remédiation qui a été effectuée, les techniques et tactiques du MITRE. Enfin, il y a, on va dire, pas mal d'informations par rapport à ça. Voilà. Et effectivement, après, on essaie après coup de lui proposer en fait tout un ensemble de recommandations, parce qu'on s'aperçoit que de temps en temps, c'est tout le temps les mêmes tactiques, les mêmes techniques qui sont utilisées, et qu'en fait, on peut faire une préconisation. Peut-être ça peut être l'occasion de refaire une passe sur la sensibilisation si c'est tout le temps du phishing. Vous voyez, donc on a tout un tas de recommandations qu'on essaie de faire au quotidien. Soit on le fait directement après un incident, soit au final, on le fait aussi pendant nos rendez-vous périodiques qui sont mensuels et trimestriels. Un deuxième cas d'usage, effectivement peut-être un peu plus complexe, mais en tout cas assez classique quant à l'occurrence de ce genre d'attaque, c'est-à-dire une attaque de phishing, donc l'objectif étant de récupérer des identifiants afin de compromettre un compte utilisateur et donc s'en servir pour infiltrer ensuite le système d'information. Un mail de phishing donc, est reçu. Alors du coup, si je n'ai pas les animations, je vais me servir du laser. Un mail de phishing donc arrive à un utilisateur via une passerelle email. Jusque-là, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Sauf que l'utilisateur n'étant pas très bien sensibilisé, clique sur l'URL qui est contenue dans l'email et entre ses identifiants. Pourquoi? Parce que cet email, mettons, il se fait passer pour un pseudo-fournisseur connu, c'est censé être son URL de connexion sur son environnement, ça ne l'est pas. Et au final, si l'utilisateur rentre ses identifiants sont volés, et donc on peut dire que l'identité de l'utilisateur est compromise. À ce moment-là, l'EDR, donc outil de détection, repère que l'utilisateur a accédé à une URL non connue et potentiellement malveillante. Le proxy l'a laissé passer. Pourquoi? Par exemple, si l'URL n'est pas encore catégorisée, dans la pratique, il est fort probable qu'on ne bloque pas les URL non catégorisées. Donc on laisse passer. Imaginons que ça a un impact sur le métier, on ne va pas bloquer tout ce qui est non catégorisé. Donc l'EDR, comme disait Sébastien, remonte l'alerte directement dans l'orchestrateur, l'analyste fait son travail d'enrichissement, les playbooks donc automatiques ou manuels pour récupérer de l'information, enrichir tout cela. Et parlant de playbook, l'idée justement est d'apporter un premier enrichissement et ensuite passer sur des étapes d'interremédiation. C'est ce que disait donc Sébastien. La remédiation, ça peut être en premier lieu la passerelle email. Pourquoi? Parce que j'ai déjà enrichi des informations au niveau de cette passerelle. J'ai récupéré l'expéditeur, peut-être potentiellement des éléments du corps du message, voire même le hash de l'email. Donc je sais identifier d'où vient tout cela. Et bien, je vais effectuer une première action de remédiation sur la passerelle email pour bloquer l'email ou le mettre en quarantaine directement au niveau de la passerelle. Deuxième action, maintenant que je sais que cette URL est malveillante, je la catégorise sur liste noire au niveau de mon proxy. Donc d'autres gens qui peut-être ont potentiellement reçu l'email entre-temps, mais n'ont pas encore cliqué sur le lien, ne pourront plus. Ensuite, quand j'ai enrichi mes informations depuis le proxy, je m'aperçois qu'entre-temps, il n'y a pas qu'une personne qui a cliqué. Il y en a 5, par exemple. Donc potentiellement, j'ai 5 personnes qui se sont fait voler leurs identifiants. Et donc, c'est là que je vais aller sur l'annuaire. Je vais peut-être bloquer leur compte au niveau de l'annuaire ou leur demander une authentification forte à la prochaine connexion. L'idée étant de limiter l'impact au plus possible et de réagir très vite. Autre élément de remédiation, peut-être, si vous utilisez un outil de ticketing en interne, de vous envoyer toutes ces informations d'enregistrement et de détection et toutes les actions qui ont été menées, ce que j'ai présenté juste là, dans un ticket chez vous. Tout ça, effectivement, c'est l'orchestrateur qui permet d'appliquer tous ces principes. Et comme disait donc effectivement Sébastien, étape importante, donc le rapport d'incident bien entendu et les recommandations derrière. L'exemple était précurseur, c'est-à-dire que suite à une attaque de phishing, l'idée étant de mener une campagne de phishing et sans doute suivie d'une campagne de sensibilisation.
puisque si l'utilisateur ne clique pas, tout va bien. En conclusion, donc SFR effectivement va adresser ce principe de Next-Gen Security, donc de détection et de protection de l'ensemble du système d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire protéger l'utilisateur jusqu'à la donnée qu'il accède, ou l'application, si on veut être un peu plus avec des termes un peu plus génériques. Et tout cela, ça passe donc par les endpoints, par les principes, on va dire, de connectivité qui vont l'amener, les façons de s'interconnecter avec d'autres sites ou avec le cloud, jusqu'à l'application. C'est la vision Next-Gen Security. L'ensemble du système d'information, potentiellement, est là-dedans. Et donc l'offre Next-Gen SOC, c'est bon. Donc, pour résumer, c'est un service donc, qui est complet, qui va de la détection à la remédiation, et bien sûr en 24/7. On ne l'a pas précisé, mais pourquoi en 24/7 et uniquement en 24/7? Puisque ce n'est pas le mardi à 14h30 qu'on va subir une attaque. C'est généralement, ça va être un vendredi soir, un week-end, un moment où, entre guillemets, l'entreprise est un peu plus vulnérable. Et, bon, pardon. Ce qui est important, ça va être d'avoir un orchestrateur de sécurité. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire aujourd'hui dans les outils qu'il faut avoir pour finalement gagner du temps. Aujourd'hui, les SOC qui n'en possèdent pas, c'est une vraie difficulté pour eux pour finalement automatiser toutes les tâches entre guillemets à faible valeur ajoutée pour en fait libérer du temps pour pouvoir faire d'autres actions, déjà communiquer avec le client et finalement enrichir les informations et être sûr que c'est bien une alerte et amener la bonne réponse. Donc comme l'a dit Sébastien, effectivement des postures de sécurité prédéfinies mais personnalisables. Cela veut dire quoi pour compléter ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure? Cela veut dire qu'effectivement on va respecter l'état de l'art de la sécurité pour protéger tel ou tel asset. Mais tous nos assets n'ont pas forcément la même posture. Un serveur applicatif n'a pas la même criticité que le PC portable de la salle de réunion. Même si dans tous les cas, tout est potentiellement une faille, l'impact direct n'est pas forcément le même. Tout à fait. Après, un service interopérable avec finalement l'ensemble du système d'information. C'est vrai que la plupart des clients démarrent finalement avec juste un périmètre lié à l'EDR, mais rapidement, on s'aperçoit, au moins dans l'année qui arrive, qu'on s'interconnecte de plus en plus avec les processus du client. Et c'est vrai que plus on est proche finalement du fonctionnement des applications du client, de leur processus, de leur criticité, et plus finalement on amène une réponse juste. Et une réponse juste et rapide. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment un process sur lequel on incite le client à aller beaucoup plus vite. L'extranet qui a été présenté, donc fait d'indicateurs de base mais personnalisables. Cet extranet, c'est celui qui est consultable en temps réel par le client, mais c'est également les mêmes informations dont se servent les analystes pour effectuer, on va dire, une étude et une remédiation en cas d'attaque. Tout à fait. Alors après, une équipe dédiée, qui est basée en France, mais ça, il va le compléter, Arnaud, surtout une équipe de spécialistes. C'est vrai qu'on a cité des analystes SOC, il y a aussi des experts, il y a des SecDevOps, enfin, il y a toute une population, un écosystème qui travaille avec une méthode agile où ils sont en permanente communication. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'un analyste a une problématique, hop, il y a automatiquement par chat ou un SecDevOps est disponible pour modifier des scripts, pour aller plus vite, plus loin, ou alors les experts prennent le relais quand l'analyste est dépassé. Donc, et tout ça, les gens travaillent vraiment main dans la main de façon permanente. Et oui, donc effectivement, un service qui est 100% en France et en français. Donc voilà, la conformité RGPD, on va dire, coule de source, bien entendu, aujourd'hui. Donc voilà, effectivement, en France et uniquement en français. Oui, enfin, on parle anglais quand même. On parle anglais aussi, on est obligé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Donc, on s'est réservé effectivement une dizaine de minutes pour questions, peut-être réponses. Donc voilà, je vous écoute. Quelles questions auriez-vous aimé approfondir sur ce sujet? Oui.
Alors en fait, l'analyste... Attends, je vais juste reformuler la question pour les personnes en ligne. Donc la question était donc effectivement, est-ce que le service NextGen SOC a la main sur le système d'information du client ou juste applique-t-il des playbooks prédéfinis? Ok. Donc Alors, déjà, ce n'est pas l'analyste qui a la main. En fait, l'analyste, il passe par des outils et finalement, c'est l'outil qui fait toutes les actions. Donc ça, c'est une première clarification. Ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de playbooks qui sont définis et qui sont joués. Après, en fonction du contexte, les clients nous donnent la liberté d'aller beaucoup plus loin. Donc d'utiliser des outils supplémentaires. Et donc là, c'est fonction du contexte. On va dire qu'en règle générale, on est plutôt organisé autour de playbook. Et après, quand on avance un petit peu dans le temps, finalement, on complète avec énormément d'informations et l'utilisation de nouveaux outils par rapport à ça. Mais tout ça se fait finalement c'est un dialogue permanent pendant toute la durée de la prestation avec le client. Parce que le but, c'est que le système évolue. Et parce que c'est vraiment très important. Pour compléter, effectivement, je vais vous donner un exemple d'un client qui héberge des systèmes d'information d'autres clients. Donc la question que vous dites est très pertinente du coup pour ce cas-là, puisque ce client acceptait, oui, qu'on puisse apporter de la remédiation et intervenir, alors non pas en direct bien sûr, mais via l'orchestrateur sur des actions prédéfinies, mais il ne voulait surtout pas qu'on aille jusqu'au système d'information que lui héberge, donc de clients encore tiers. Et effectivement, et là-dessus, ce que ce client a voulu, c'est juste de la notion de notification, puisqu'il avait des cadres d'astreinte qui géraient donc ses clients tiers. Et donc il nous a dit, dans ces cas-là, dans telle posture de sécurité, dans ces cas-là, juste vous me prévenez en temps réel de ce qui se passe. Mais nous intervenons. Donc là, à ce moment-là, il a pris la charge de toute la remédiation. Oui ? Si vous êtes en 24/7, est-ce que ça veut dire que le client, lui, doit être en 24/7 dans le cas où, notamment, il prendra en charge la remédiation? Alors la question est de savoir effectivement si nous sommes en 24/7, est-ce que le client doit obligatoirement être en 24/7 pour pouvoir être présent lors de... Alors c'est une très bonne question. Par rapport à ça, ça va dépendre de la posture de sécurité qu'on applique au groupe d'assets. Parce qu'on l'a vu, à un moment, il y avait une posture active où en fait, finalement, on a la pleine liberté. Donc là, effectivement, quel que soit le moment de la journée, de la nuit, du week-end, etc., on réalise nous-mêmes les actions. Après, effectivement, on peut avoir des groupes d'assets critiques où, effectivement, le client dit non, je veux une posture prudente. Et donc, là, effectivement, on a des actions qui sont non préapprouvées. Ça veut dire qu'on doit, finalement, avoir l'aval du client avant de réaliser quelque chose. Donc, ce qui peut se passer dans ce cas-là, parce qu'on a déjà eu le cas, c'est par exemple, on peut proposer au client, quand c'est en journée, on reste en mesure prudente. Par contre, quand c'est le week-end, le soir, etc., on convient d'une série de mesures que l'on peut appliquer pour être beaucoup plus pertinent sans avoir à demander l'autorisation du client. Après, ça c'est un premier point. Après, il y a un deuxième point, c'est qu'on peut communiquer le client éventuellement par différents moyens, que ce soit des SMS, des mails, etc. Donc, il y a certains clients qui disent « bon, je ne travaille pas, mais vous pouvez m'envoyer un SMS, et puis là, je ferai en sorte de vous répondre ». Donc voilà, c'est à peu près les mesures qu'on peut amener par rapport à ça. On a encore 5 minutes pour approfondir certains points. Oui ? En termes de taux d'équipement effectivement du client, alors, on peut être sur des périmètres restreints, mais en termes de technologie, finalement, de quoi est-ce que doit disposer le client pour qui rentre dans le cadre du service? Alors, de quoi doit disposer le client donc, pour rentrer dans ce... Alors, exactement. La première chose, c'était l'idée de mon introduction. On commence par l'EDR. Et obligatoirement. Pourquoi ? Parce que pour les raisons que je vous ai présentées, le endpoint étant le vecteur de passage le plus courant dans les attaques, certes, il est le vecteur le plus courant, mais il est également l'élément qui va passer le plus de choses. Donc oui, on commence par l'EDR obligatoirement. Le reste, ça rentre dans le concept d'interopérabilité avec l'ensemble du SI et de se dire, est-ce que je veux enrichir mes informations ? Enfin, enrichir, oui, on va enrichir, mais est-ce que je veux également traiter des alertes de sécurité provenant d'autres éléments ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce qui revient le plus communément, c'est tout ce qui tourne autour de l'annuaire. Ça, c'est vraiment très important, des identités. Tout ce qui est autour du mail. On va dire qu'entre le endpoint, le mail, les annuaires, déjà, on couvre pas mal de choses. Et ce qui va être important, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, dans les recommandations, les réunions mensuelles, on explique aux clients comment on peut améliorer le service. Donc, il y a des fois, on peut arriver sans rajouter de solution, et des fois, il faut pouvoir proposer de nouvelles solutions. Et donc, on l'accompagne par rapport à ça. Après, c'est lui qui fait son choix. Mais par exemple, là, je dirais en ce moment, il y a énormément d'attaques en fait, qui se basent sur le vol d'identifiants valides, qui permet en fait à un attaquant directement d'arriver, se faire passer pour le client. Du coup, il démarre directement le mouvement latéral. Donc là, c'est important que cette exfiltration n'ait pas lieu. Et donc, effectivement, il faut qu'on puisse être vraiment très attentionné par rapport à l'annuaire et avoir des détections par rapport à ça. Par exemple, aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent en fait, de voir quel est le comportement habituel de tel administrateur. Si tout d'un coup, il change de comportement, hop, on le challenge automatiquement par un MFA qui fait que voilà, potentiellement, on peut bloquer une attaque. Donc ça, c'est vraiment important de petit à petit progresser par rapport à ça. Mais effectivement, on peut démarrer avec un EDR, et j'allais dire, la plupart des clients ont ça. Après, on enrichit facilement et directement avec les outils traditionnels que sont les firewalls, les relais, les proxys, tout ce qui est passerelle, mail, etc. Ça, c'est le grand classique qu'à peu près tout le monde a. Après, des clients peuvent aller beaucoup plus loin. On peut avoir des NDR sur la partie réseau. On peut avoir effectivement de la protection d'annuaire. Donc, voilà. En fait, il n'y a pas de limite. Après, le but, c'est de trouver finalement le bon format, parce que ce qui est important pour nous, c'est surtout de ne pas faire une usine à gaz, parce que ça ne marche pas. Il faut que ce soit des actions simples et efficaces. Parce que du coup, la relation en fait est gagnante pour le client et pour nous, parce que nous, on peut faire notre travail en toute sérénité, et le client, en fait, il sait que voilà, tel cas, telle réponse, et c'est une réponse où il sait que ça va être pertinent et on va remédier à l'incident. On a encore le temps pour une ou deux questions, mais s'il n'y en a plus, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.